界だのゴミだの俗民だのお前らの都合で勝手に分別してんじゃねえ。Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de Japanimation et cette fois, on s'attaque à Gachakuta. Un animé très attendu mais pas forcément irréprochable. Je vous en avais parlé brièvement dans mon top animé 2025, mais ici, on va prendre le temps d'aller plus loin. On va analyser ses points forts comme ses points faibles et surtout, on va répondre à la seule question qui compte vraiment. Est-ce que cette saison 1 est réellement à la hauteur de la hype qu'elle a suscitée? L'histoire démarre dans une ville dont l'architecture est proche de notre époque. On déambule quelques instants dans les rues jusqu'à s'engouffrer dans un couloir sombre qui débouche sur une poubelle et c'est là que le ton est donné. On va passer tout le récit le nez dans les ordures. Et d'un coup, on s'éloigne de cette ville. On se retrouve plongé dans une cité divisée en deux. D'un côté, une ville immaculée et prospère, et de l'autre, un bidonville terne et pauvre. À partir de là, cette fracture sociale va être illustrée par un simple objet. Une peluche qui va se faire jeter par sa mère et sa fille, dont la relation semble être froide et superficielle, à l'image de la partie blanche de la ville. Puis cette même peluche va être récupérée par Rudo, ce qui va nous permettre de découvrir le bidonville, mais surtout sa relation avec Regoto, qui est à l'opposé total de celle de la mère et la fille. Mais cette nouvelle relation sera de courte durée. Regoto va se faire tuer, Rudo va être accusé à tort et comme la peluche, lui aussi va être jeté. Et c'est à partir de là que Rudo va devenir notre fil rouge pour la suite de l'histoire. On a donc là une introduction maîtrisée de bout en bout avec cette peluche comme premier fil conducteur qui nous permet de traduire et de suivre les relations entre les personnages tout le long des premiers épisodes jusqu'à quelque part passer le flambeau à Rudo de manière complète, nous permettant de découvrir l'univers de Gachakuta. Pour pouvoir parler du premier point positif de Gachakuta, il va nous falloir suivre Rudo dans le bas monde. Et comme on pouvait s'y attendre, celui-ci est insalubre et particulièrement hostile. On y découvre le monstre des ordures et aussi les premiers pouvoirs de Rudo. Mais jusque-là, on nous explique rien. On nous montre juste à travers leur combat, à travers le panorama, que l'univers se livre sans parler. On a un environnement qui va s'imposer visuellement et qui existe avant même d'être théorisé. Puis arrive le second point positif, la rencontre avec Engine. C'est lui qui va sauver Rudo, mais surtout, à partir de cette rencontre, on va enfin pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vient de voir. Le nom des monstres, leur origine, comment les affronter et aussi comment fonctionnent les pouvoirs de Rudo, leur base et surtout leurs premières implications. Et ce choix fonctionne plutôt bien, on décide ici de nous montrer d'abord et ensuite de nous expliquer. Aussi, je trouve ce choix rafraîchissant puisqu'on est aux antipodes de ce que peut proposer des animés comme Hunter x Hunter, dans lesquels parfois on a l'action qui se noie dans les explications car elles arrivent en même temps. Ici, Gachakuta nous dit que les choses seront bien compartimentées et bien séquencées. Et je vous avoue que cet aspect-là, je l'ai pas mal kiffé. Ensuite, on bascule davantage sur les personnages. Engine, par exemple, c'est un mélange entre Satoru Gojo et Atake Kakashi. Mais il a vraiment son truc à lui, ce côté solaire et bonne franquette, le genre de mec que tu voudrais avoir comme grand frère ou comme pote. Et tout le casting est un peu construit comme ça. On sent que ce sont des archétypes qu'on connaît déjà, mais à chaque fois, il y a ce petit détail, cette petite touche qui fait que je me dis « Ok, lui, c'est un personnage de Gachakuta et pas un clone d'un autre univers. » Et quand tu mets tous ces personnages ensemble, là, on arrive sur un autre point fort de l'œuvre, les relations. L'alchimie entre les personnages fonctionne et leur interaction fonctionne. J'ai vraiment cette sensation de traîner avec une bande de potes et ça me rappelle énormément les débuts de One Piece ou encore d'Hunter x Hunter.
On a des personnages qui partent à l'aventure, mais ils t'embarquent avec eux. Sauf qu'ici, au lieu d'un monde coloré et lumineux, on est dans quelque chose de beaucoup plus terne et de beaucoup plus gris. Et au milieu de tout cela, on a Rudo et ses potes qui poussent un peu comme une rose au milieu du bitume. Ils apportent un petit peu de chaleur et un petit peu d'humour dans un univers qui est à la base censé être crade et hostile. Et le meilleur exemple de ça pour moi, c'est le combat Zenka contre Rudo. Franchement, j'étais mort de rire. Les gars se battent avec une telle intensité pour qu'au final, ça tourne autour d'une blague pipi-caca. Vraiment, il y a un contraste entre la mise en scène et la résolution complètement absurde. Et je vous avoue que sur moi, ça a bien marché. Et ensuite, tu as Engine qui se moque d'eux. Et là encore, j'ai rigolé parce que c'est typiquement le type d'enchaînement d'événements que tu peux vivre avec tes potes. Et c'est ce mélange-là que j'aime dans Gachakuta. Ça peut être sérieux, intense et 2 secondes après, on se tape des barres. Et c'est là que l'anime frappe fort parce qu'il rend son univers intriguant et ses personnages attachants. Maintenant qu'on a parlé des personnages, on peut s'intéresser à l'intrigue. Et là aussi, je trouve que l'anime propose quelque chose d'assez intéressant. Le point de départ est simple. Rudo veut remonter dans la cité céleste pour se venger. Mais pour y parvenir, il va devoir passer par les nettoyeurs. Il va donc apprendre leurs coutumes, apprendre à maîtriser ses pouvoirs et affronter les bêtes des ordures. Et là, on aurait pu s'attendre à un rythme très classique, c'est-à-dire affronter des monstres faibles pour se faire la main, puis des ennemis de plus en plus dangereux. Ici, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Dès les premiers épisodes, Rudo se retrouve face à des monstres bien plus dangereux que prévu. Et forcément, ça le met rapidement en difficulté. Mais paradoxalement, c'est aussi ce qui le fait progresser plus vite. Et ce qui rend la chose intéressante, c'est que pendant le visionnage, on ne se dit jamais « Mais attends, il manque l'arc de l'entraînement de Rudo ». Parce qu'en réalité, il apprend directement sur le tas, que ce soit par lui-même ou au contact des autres. Du coup, le tout reste cohérent, mais surtout très fluide. Ensuite, l'intrigue commence à s'élargir. On découvre que les gants que Rudo utilise font partie d'un ensemble d'objets appelés les séries. Et à partir de là, un nouvel objectif apparaît, retrouver ces objets. Mais évidemment, Rudo n'est pas le seul à les chercher. On découvre alors les vagabonds qui eux aussi sont à la recherche de ces artefacts. Et c'est là que l'intrigue commence à se densifier, parce qu'à partir de ce moment-là, on va avoir plusieurs affrontements avec ce groupe. Parfois pour protéger Rudo, parfois pour empêcher ses ennemis d'atteindre leur objectif. Et au final, on se retrouve avec quelque chose d'assez condensé, avec pas mal d'événements, beaucoup de combats et énormément de révélations, mais toujours au service de l'intrigue. C'est certes intense et ça avance très vite, mais force est de constater que ça fonctionne plutôt bien. Maintenant qu'on a fait le tour des personnages et de l'intrigue, parlons de l'univers dans lequel tout ça évolue. Et c'est là que commence, selon moi, l'un des premiers problèmes de Gachakuta, parce que cet univers a l'air incroyablement riche. On sent qu'il y a énormément d'idées et énormément de choses à explorer, mais la plupart du temps, on ne fait que les effleurer. Très souvent, que ce soit les lieux, les concepts ou même certains personnages, ils servent surtout de prétexte narratif. Ils apparaissent pour remplir une fonction bien précise dans un épisode ou dans un arc et ensuite on passe à autre chose. Et le meilleur exemple de ça reste le village des graffeurs. Sur le papier, c'est une idée super intéressante. On comprend qu'il existe une forme de culture de l'art et du mysticisme, notamment avec le graffeur en chef qui fonctionne au feeling pour ses œuvres, tout en offrant des services comme la pose de runes magiques aux nettoyeurs. Mais le problème, c'est qu'on ne s'y attarde presque pas. On ne sait pas vraiment comment fonctionne ce village au quotidien, ni comment fonctionne leur commerce ou encore leur politique interne. Du coup, la vraie question devient, est-ce que l'anime prendra le temps plus tard d'exploiter réellement ses idées et ses lieux ? Parce que je pense que l'univers de Gachakuta se prête parfaitement à ce type d'immersion, et pour l'instant, c'est pour moi ce qui lui manque le plus.
Le deuxième point qui me dérange dans Gachakuta, ce sont les Jinki, parce que sur le papier, encore une fois, c'est une très bonne idée. On parle d'armes qui se manifestent en fonction de l'attachement qu'on leur porte, et forcément, c'est un concept qui ouvre la porte à énormément de configurations différentes, des armes uniques, des pouvoirs originaux, des styles de combat très variés. Et ça m'a fait tout de suite penser au système de Nen dans Hunter x Hunter, ou encore au stand dans JoJo's Bizarre Adventure. Dans ces œuvres, les pouvoirs reflètent directement la personnalité ou la psychologie des personnages. Du coup, à chaque nouveau combat, on est curieux de voir la prochaine idée bizarre ou la prochaine capacité inattendue. Et je pense que les Jinki ont clairement ce potentiel. Mais dans cette première saison, ça reste assez superficiel. La plupart du temps, les combats reviennent à une logique très simple. Celui qui frappe le plus fort finit par gagner. Il y a très peu de place pour la stratégie ou la créativité dans l'utilisation des pouvoirs. Alors oui, il y a quelques moments de fulgurance, par exemple lorsque Rudo et Zenka affrontent Jabber avec leur amulette défensive qui se transforme littéralement en arme offensive, ou encore l'affrontement des cleaners contre Amo. Mais cela reste des exceptions et je trouve ça dommage parce que, encore une fois, le concept des Jinki pourrait permettre des combats beaucoup plus inventifs. Donc j'espère vraiment que dans la saison 2, l'anime va davantage exploiter ce potentiel et proposer des pouvoirs d'autant plus surprenants et surtout plus créatifs. Malgré tout cela, j'aimerais terminer cette vidéo sur une note positive en parlant des visuels et de la direction artistique de Gachakuta. Et comment vous dire, moi je suis complètement fan de ces deux aspects. Si on commence par l'évidence, l'animation et la mise en scène au global est très efficace et surtout très dans les standards actuels. Donc franchement, je n'ai quasiment rien à dire là-dessus. Et puis, il y a aussi ce mélange entre animation japonaise et culture urbaine qui m'a un peu rappelé ce que faisait Samurai Champloo à son époque avec son mélange entre le Japon féodal et le hip-hop. Ici, on retrouve un petit peu cette idée avec un univers très marqué visuellement, avec une très forte identité graphique, presque street. Et toutes ces petites influences, qu'elles soient volontaires ou non, font partie des choses qui m'ont permis d'apprécier Gachakuta malgré ses quelques lacunes. Et en bref, vous avez là l'essentiel de ce que j'ai ressenti pendant mon visionnage. Maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'anime et surtout, est-ce que vous attendez la suite? Et d'ici là, je vous souhaite comme d'habitude une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.